j'ai dit à Ahmed Bakayoko, j'ai dit, fais très attention parce que tu es sur une liste qui n'est pas bonne. Et voilà, les informations. J'ai alerté Ahmed Bakayoko. Vous pouvez aller révisionner mes directs, voilà, sur ma page. Vous allez voir que j'ai dit à Ahmed Bakayoko exactement ce qui allait se passer. Donc, est-ce qu'après, au-delà des réseaux sociaux, vous l'avez prévenu? Est-ce que vous l'avez eu en non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas cherché à voir par des voies détournées pour essayer d'échanger avec lui? Non, je me rappelle bien quand il était vivant, mon dernier voyage sur Abidjan, il a essayé de rentrer à travers, je pense que c'était son chargé de communication. Ils ont essayé de rentrer en contact avec moi. J'étais déjà à Abidjan, essayé de me parler, mais j'ai complètement, voilà, j'ai pas voulu. Mais pourquoi? Non, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu. Pour une personne qui avait des informations, ou bien. Non, ça c'était bien avant. Ça c'était. C'était en quelle année? Ça c'était mon dernier voyage, c'était en 2019. 2019. Voilà, et là, c'était en été 2019. Là, les faits se sont passés en 2021. 2020. Donc, 2020. Voilà, du coup, vous dites que vous avez essayé il est décédé en 2021. Vous avez essayé de le prévenir, mais après, au demeurant, lorsqu'il avait voulu vous parler, peut-être que c'était parce qu'il savait peut-être que vous aviez beaucoup d'informations. Vous êtes un pôle qui a pas mal de sources d'informations, donc peut-être il aurait aimé s'abrévier à cela, pourquoi pas? Non, quand Ahmed Bakayoko a essayé de rentrer en contact avec moi, c'était en été 2019. En été 2019, c'est là, bon, ça montait un peu plus dans le combat, voilà, et tout, la période. Donc, vous le voyez comme le camp ennemi, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu Non, pas que je le voyais comme le camp ennemi. Bon, je savais pretty much un peu, comme je le dis, ses intentions. Parce que on m'avait déjà briefé. C'était quoi ses intentions? C'était que j'adhère au RHDP et que je sois activiste du RHDP et tout, moyennant, voilà, comme on le dit, me payer, voilà, pour que je puisse adhérer au RHDP. Et je veux vraiment pas envie de rentrer dans cette logique. J'avais une question avant de poser cette question, mais vu que vous en parlez, je vous prends au mot. Puisque vous dites que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko aurait aimé que vous soyez cyberactiviste pro-RHDP, moyennant des dividendes. Le fait que vous soyez aujourd'hui cyberactiviste pro-Guillaume Soro, c'est-à-dire que vous recevez de l'argent pour ça? Pas du tout, c'est du bénévolat. C'est ça la différence au GPS. Avec le leader, Jonathan Soro. Vous n'avez jamais perçu un seul euro de la part du président Guillaume Soro? Jamais? Non. Vous le jurez? Pourquoi pas? En toute sincérité? Je le jure. Pour faire des directs? Jamais. Jamais. Le président Soro Guibafouri Guillaume ne m'a jamais donné 5 francs pour dire la guêpe, prends ça pour faire des directs. Non, pas pour faire des directs. Pour vous soutenir, pour dire vraiment la guêpe, on sait que, bon, forcément vous travaillez, mais bon, pour vous encourager, vous dire merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci pourquoi? Je le dis, Qu'on le veut ou pas, le président Guillaume Soro, quand même, il est financièrement, non, moi, j'en sais rien parce que... Il est financièrement nanti. Si vous dire merci pour un petit quelconque cadeau, quand même, vous n'allez pas refuser. Ou bien vous allez nous faire à la kérosène de refuser la range de Didier Drogba. Non, mais bon, comme je le dis, je connais pas les finances, voilà, du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume, mais dire que, parce qu'il y a, ça se dit, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, oui, peut-être qu'il a payé plus que le RHDP. C'est pour cela que... Qu'est-ce que vous devez répondre à tout ça? À toutes ces rumeurs qui se répandent du fait que vous soyez payé. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à tout ça aujourd'hui? La main en haut, je jure sur le Saint-Coran, sur la Bible, tout ce que vous voulez. J'ai jamais été payé par Soro Guibafouri Guillaume pour adhérer au GPS ou pour parler du GPS ou pour quelque chose. Non, je le fais parce que je suis une citoyenne. Voilà, je suis une Ivoirienne. Je peux faire 1000 ans aux États-Unis. Mais j'ai encore mon cordon ombilical qui a été enterré en Côte d'Ivoire. J'ai mes racines, j'ai mes sources en Afrique. Je le fais parce que je veux un changement pour mon pays. Et le changement n'a pas de prix. Parce que si le changement avait un prix, je pense que j'allais même pas faire la connaissance de leader, j'allais être au RHDP. Parce qu'il y a eu plein d'occasions, voilà, à part Ahmed Bakayoko, il y a eu d'autres occasions où j'ai été approchée, moyennant des millions de francs CFA, de l'argent du contribuable, pour pouvoir me taire sur des problèmes, pour pouvoir... Non, voilà. Lorsqu'on a inventé autant d'informations lors de la maladie du Premier ministre
Amadou Gon Coulibaly, lors de la maladie de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, et qu'en soutien mordicus qu'il a été emprisonné. Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité? Bien sûr. Bien sûr. Mais je me dis, c'est un choix. Et je suis protégée. Moi, je suis une fervente musulmane. Je me dis, n'arrive, comme mon leader le dit, n'arrive à l'homme que ce que Dieu prévoit. Non, vous avez peur pour votre sécurité par rapport à quoi? Ma sécurité, bien sûr, parce que j'ai affaire à des personnes qui sont sans cœur, des personnes qui prêtent à vouloir nuire, à vouloir voilà, faire du mal. Donc je me protège, voilà, autant que je peux, mais dans le même temps, je n'ai peur de rien, parce que même si quelque chose m'arrive demain, c'est la volonté de Dieu. Et je pense que c'est ce côté peut-être spirituel qui m'emmène à dire haut et fort. Et si ce que je suis en train de dire est quelque chose de vrai, ce que je suis en train de dire est quelque chose, comme on le dit, de réel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais avoir peur de dire. Moi, je me dis que j'ai la protection, voilà, de mon Dieu, j'ai la protection divine. Donc, je dis ce que je pense, je dis la vérité. Et voilà, le reste est dans la main de Dieu. Si quelque chose doit m'arriver, ouais, bon, je peux rien, de toutes les façons. Ok, parfait. On va s'intéresser au cœur de votre engagement, c'est-à-dire GPS. GPS, on sait que lorsque vous faites les prises de parole lorsque vous faites les prises de parole sur les réseaux sociaux, forcément, on vous dit que vous êtes proche de telle ou telle personnalité. On a beaucoup avancé le nom du commandant Abdoulaye Fofana, qui est en ce moment, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Quels sont vos rapports? Le commandant Abdoulaye Fofana est l'aide de camp du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Et c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer quand on avait débuté notre croche party. On était en préparation, voilà, du croche party au niveau des États-Unis. Et il y avait eu certains trucs qu'on devait mettre en place. Donc, c'est à travers le commandant Fofana, c'est lui qui nous donnait des instructions. Voilà, fais comme ci, fais comme ça et tout. Et c'est dans ce principe que le commandant Abdoulaye Fofana a été une personne, voilà, pour une première fois. Je ne connaissais même pas l'aide de camp du leader. C'est une première fois que j'ai connu le commandant Abdoulaye Fofana. Ce rapprochement a fait jaser forcément. On vous dit vous êtes amant, vous êtes avec lui. Oh là là, il y a plein de choses qui se disent sur les réseaux sociaux de toutes les façons. Il y a plein de choses qui se disent. On m'a dit plein de choses, même concernant mon leader. C'est voilà. pas la vérité. Oh, mais les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire. Moi, je le dis toujours, je dis ma vie privée est ma vie privée. Voilà. Si je dois sortir, parler de ma vie privée, ou bien je dois sortir, dire, c'est pas ça qui fait la guêpe, au fait. La guêpe, c'est ce qu'elle a à dire. La guêpe, c'est le changement qu'elle veut. La guêpe, c'est son volet politique. Je peux être avec qui je veux, comme je veux, mais est-ce que c'est ça qui va emmener l'Ivoirien à manger? C'est ça qui va envoyer le changement? Il y a plein de choses qui ont été dites. On m'a dit, je sortais avec telle personne. Le commandant Abdoulaye Fofana n'est pas la seule personne qu'on m'a rapproché à avoir, comme on le dit, une affiliation. On a parlé du leader. Les gens disent, non, elle est avec le leader. Mais je peux pas répondre à tout ça. Voilà, je suis... Vous avez très affligé lorsque le commandant Abdoulaye Fofana a été arrêté. Vous avez été l'une des premières personnes même, on va dire, à donner l'information de manière officielle. Les causes réelles de son arrestation, c'est Mais j'ai été toujours l'une des premières personnes à donner les informations de manière officielle. Je l'ai fait pour comme on le dit, pour Bensouk, qui a été arrêté à Bamako. Je l'ai fait pour Soutou Soul quand il a été arrêté. Je l'ai fait pour les frères du leader quand ils ont été arrêtés. Je l'ai fait pour toutes les personnes. Donc, quand on veut, bon, c'est sans cela que je peux pas répondre. Non, là, il y a eu beaucoup de cas. Oui, il y a eu beaucoup de cas dont le commandant Fofana n'est pas... Non, là, on laisse le cap, on va dire, intime. Bien sûr. Les rumeurs qui vous disent être ensemble, ça, on a dépassé ce cap. Je souhaiterais qu'on creuse un peu le dossier parce que quelque part, il y a eu beaucoup d'informations qui ont été avancées comme cause de son arrestation. C'est pour ça que je vous demande, selon vous, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été arrêté, le commandant? Je n'ai aucune idée. Pour être honnête, je n'ai absolument aucune idée. Comment, je sais qu'il a été arrêté, voilà, en Côte d'Ivoire. Comment il a été arrêté? Je n'ai aucune idée parce que jusqu'à présent, le gouvernement ivoirien n'a pas affirmé, n'a pas confirmé son arrestation. Mais nous savons très bien qu'il a été arrêté.
Mais pourquoi il a été arrêté, comment il a été arrêté, je ne saurais vous dire. Parce que Comment vous expliquez le fait que le gouvernement ivoirien ne veuille pas communiquer sur son arrestation? Je ne peux pas, je ne sais pas. Ça, je peux pas répondre à cette question. Eux seuls, ils savent pourquoi est-ce que ils ne veulent pas, voilà, confirmer. Est-ce que c'est pas une manière de dire que c'est pour, est-ce que c'est pas une manière de le minimiser quelque part, de le basilectaliser, de se dire, c'est un dossier comme tout autre? Ben, je sais pas. Je ne peux pas répondre sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Je sais Mais pas. au-delà de ça, lorsque une personne comme lui a eu à défier l'État de Côte d'Ivoire en faisant, enfin, tout ce qu'il faisait sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut se retrouver du jour au lendemain comme ça en Côte d'Ivoire? Seul le commandant Abdoulaye Fofana peut répondre à cette question. Je ne sais pas. Il a été dit qu'il était en train de fomenter un coup d'État. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. On a Non, dit pas sur les réseaux. Voilà. Vraiment dans des, on va dire dans des lieux assez sélects. Ah bon? Il a dit que voilà, ils étaient en train de fomenter un coup d'État. Ah, je savais pas. Je viens de l'apprendre de vous, là. Je savais pas que ça a été dit qu'il était en train de formater un coup d'État. Je viens de l'apprendre de vous. Je savais pas. Mais je ne sais absolument pas les raisons pour lesquelles, voilà, il est rentré, ou bien comment les choses se sont déroulées et il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Je n'ai absolument aucune raison. Et je pense que la seule personne qui peut répondre à cette question est le gouvernement ivoirien, parce que nous, on sait qu'il est là-bas, mais on ne sait pas pourquoi il est là-bas, comment ça se passe, pourquoi on ne part pas. On a franchement aucune idée. Moi, personnellement, je n'ai aucune idée sur ça. On va coller à l'actualité pour mettre à l'index, on va dire, l'avis de votre leader, le président Guillaume Soro. Lors de la fête nationale, le ministre de la Réconciliation nationale, donc Akabe, a dit qu'il aurait été bien séant pour lui, on va dire, de saisir la main tendue du chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue et qu'est-ce que vous en dites? Je dis que Kakabe, il a beaucoup à apprendre et encore une main tendue dans quel sens? Voilà, c'est la question. Une main tendue, quand on parle, une main tendue, il doit tendre la main à Ouattara. Il doit tendre la main à Ouattara. Non, le président Ouattara veut que le président souhaiterait échanger avec votre leader. Le président Ouattara souhaiterait échanger avec votre leader. Ah mais bon? Voilà, qu'il essaie de saisir cette main tendue. Une main tendue comment? Qui tend la main, au fait? Le président Alassane Ouattara. Il tend la main à Guillaume Soro. Pour qu'il puisse échanger. Ah bon? Et on tend la main à Guillaume Soro quand on est en train d'emprisonner les partisans de Guillaume Soro. On tend la main à Guillaume Soro quand on est en train de traquer Guillaume Soro partout, dans tous les endroits de l'Europe. On tend la main à Guillaume Soro quand on a emprisonné ses frères qui n'ont rien à voir avec la politique. Mais qui sont sortis de prison tout de même. Oui, qui sont sortis de prison, mais pourquoi est-ce qu'ils ont été incarcérés? C'est là que ça débute. Et on tend encore la main à Guillaume Soro quand ses maisons ont été vendues, ses biens ont été mis en vente en enchère. Vu que vous êtes très proche de lui, que vous êtes en train de grainer tous ces chapelets, on va dire, de préalable, selon vous, qu'est-ce qui devait se passer aujourd'hui pour que le président Guillaume Soro change de position vis-à-vis du chef de l'État? Non, mais il n'y a rien à changer de position. Le Guillaume Soro est toujours resté le Guillaume Soro, celui que Ouattara a connu dans le passé, depuis la rébellion, depuis le temps, de combien d'années de cela. C'est Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais changé. Il a toujours été intègre, il a toujours été Guillaume Soro. Il est toujours resté dans ses bottes. C'est Ouattara qui est le problème, c'est lui qui a changé. Guillaume Soro est celui qu'il est. Guillaume Soro a une conception où on ne peut pas, comme on le dit, forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et ce n'est pas un enfant. Voilà. Il a fêté ses 50 ans récemment. Donc, il a le droit et le devoir d'appartenir à n'importe quel parti politique. Non, au-delà de ça, voilà. Ils ont été pendant longtemps quand même, on va dire, en inimitié, ils se sont pas parlé, et que selon nos sources, il y a eu quand même des offices qui ont été rencontrés, son directeur de la communication, le grand frère Touré Moussa et autres, et qu'ils ont pu même rencontrer Afousi Bamba, et que lui ne veut pas échanger avec toutes les personnes. Parce que le président Alassane Ouattara a envoyé des émissaires, on va dire ça comme ça, pour échanger, pour rencontrer le président Guillaume Soro. Mais il n'a jamais daigné voulu échanger avec ces personnes. Vous pensez qu'il va rester pendant combien de temps dans cette position-là? Dans quelle position? La position où il veut pas entamer le dialogue avec. Mais qui a dit que le président Guillaume Soro ne veut pas entamer des dialogues avec le président Ouattara? C'est ce qui résulte de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des différentes rencontres que ces émissions ont pu avoir avec son directeur de la communication, avec Afousi Bamba et autres,
mais juste là, lui-même, il n'est jamais venu à la table des négociations. Mais non, il n'est pas obligé de venir. Ouattara ne vient pas à la table des négociations, il envoie des émissaires. Donc, ça sera pareil pour le leader générationnel d'envoyer ses émissaires pour dialoguer. Voilà. Donc, pour moi, dire que non, il ne veut pas tendre la main ou bien il ne veut pas dialoguer avec Ouattara. Il ne veut pas dialoguer avec Ouattara comment? Il est celui qui a toujours parlé de réconciliation. Il est l'une des premières personnes qui parle de réconciliation et qui continue de parler de réconciliation. Il est l'une des premières personnes à demander pardon. Voilà, à s'unir. Il ne fait que prôner la réconciliation. Donc, pourquoi il ne va pas aller à la table ou discuter avec Ouattara? Peut-être que pendant leur discours, j'étais pas là-bas, donc je peux pas affirmer ou confirmer cela, mais sûrement que pendant les échanges, il y a eu quelque part, voilà, quelque chose qui n'a pas marché ou bien qui ne les permet pas, voilà, de pouvoir continuer à, comme on le dit, à être ensemble ou bien à vraiment passer, aller au-delà, voilà, de cette divergence. Oui, ça, je peux comprendre, mais dire que non, il ne veut pas tendre la main qui lui a été, il ne veut pas, voilà, tendre la main et tout, non, je pense pas. Mais vous qui êtes proche du président Guillaume Soro, selon vous, est-ce que ce serait pas bien séant pour lui aujourd'hui de revenir dans la maison où il a été pendant de nombreuses années quelque part? Revenir dans quelle maison? Au sein du RHDP qui reviennent, comme on le dit, proche de son père, du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est pas son père. Et ça m'agace un peu quand les Ivoiriens, pas avec toi, mais quand les Ivoiriens. Non, on le dit de manière voilà, prosaïque. c'est pas nous, on arrête ça. C'est pas moi qui le dis, c'est clair. Voilà, ça c'est des mentalités qui doivent changer. Donc, Alassane Ouattara n'est pas son père. Le père de Soro Guibafouri, Guillaume, Monsieur Soro, il est décédé. Voilà, il est décédé. Quand on est dans une phase, dans un volet politique, on ne va jamais voir en Europe ici Macron l'a dit, il n'a pas d'amis. Ouattara a dit Macron était son ami, ou Macron a dit qu'il n'a pas d'amis. Est-ce que en cela, on en veut à Macron? Est-ce qu'on a trouvé que Macron était mal poli parce que Ouattara était plus âgé que lui? Non, on ne l'a pas dit. Donc, Alassane Ouattara n'est pas le père de Soro Guibafouri Guillaume. Il faut qu'on arrête cela. Je suivi à la faveur justement par rapport à l'actualité, par rapport à la fête nationale, j'ai suivi un de vos directs où vous êtes toujours aussi vindicative. Vous êtes pratiquement dans un état de belligérance. Pour vous, le président Alassane Ouattara, il n'est pas chef de l'État. Clairement, c'est le mot. Parce que non, il n'est pas président, il est chef d'État. Bon, peu importe les connotations que vous donnez. Bien sûr. Mais une chose est sûre, pour vous, c'est pas celui qui doit diriger, qui doit rien décider. Jusqu'à quand vous allez rester dans cet esprit dans cette belligérance quelque part? Mais on sera toujours dedans parce qu'il faut reconnaître que notre constitution, que le noyau de tout État a été violé, a été brigandé. Alassane Ouattara aujourd'hui est en train de, comme on le dit, gérer le pays, mais il n'est pas supposé être là. Voilà. Notre constitution a été brigandée. Il a violé notre constitution. Donc, il n'est pas, pour moi, je le reconnais pas en tant que président. Là, vous êtes dans la logique de la désobéissance civile. Bien sûr. Et ça, vous allez le faire jusqu'à quand? Ah ben, je vais le faire jusqu'à ce que Ouattara parte. Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je parle de moi personnellement. Je veux le faire jusqu'à ce que Ouattara parte parce que je ne reconnais pas Alassane Ouattara en tant que le président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous pensez qu'il devait partir comment? Mais il doit partir. Comment? Ah ben, je sais pas. Mais il va partir. Et c'est en cela que j'invite les Ivoiriens à mettre nos divergences des côtés. Oui, j'ai vu que vous en appeliez même à oui, un soulèvement populaire. Non, je n'appelle pas un soulèvement populaire, bien sûr, mais j'appelle à une prise de conscience. J'appelle les Ivoiriens à une prise de conscience. Je les appelle à sortir dans les rues et dire non qu'on n'est pas d'accord, c'est pas inciter à la violence. Ça, c'est le droit de tout Ivoirien, c'est le droit de tout citoyen. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu au Mali. On l'a vu en Guinée, on l'a vu en Afrique du Sud, dans tous les pays. Tout ce que vous reprochez au président Alassane Ouattara, lorsqu'on voit quand même le développement qui a amorcé en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas lieu de donner sa chance à la Côte d'Ivoire d'évoluer dans un environnement paisible aujourd'hui et que tous ces chantiers qui sont engagés puissent aller à leur fin pour qu'on puisse vraiment amorcer un développement assez harmonieux? C'est clair qu'il ne pourra pas tout faire. Il y a d'autres pouvoirs qui vont venir, il y a d'autres chefs d'État qui vont venir, qui vont parachever son action. Mais est-ce que ce serait pas bien de rester dans cet état d'esprit, dans l'atmosphère en ce moment qui est très paisible en Côte d'Ivoire, pour qu'on aille, pour que peut-être d'ici 2025, il puisse passer la main à un autre président? Quelle atmosphère qui est paisible? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de bruit de botte quand même, hein, tout de même. Ah, moi, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous... Ah non. Vous, quel est votre constat alors? Ah non, en Côte d'Ivoire, on murmure, hein. On parle haut, on murmure, pardon-nous, on parle haut et fort. Moi, je parle haut et fort. Mais les Ivoiriens ne sont pas contents. Mais ça s'est exprimé dans les urnes.
Ça s'est exprimé. 8% de la population a eu à voter les élections passées. Ça veut tout dire. Voilà. Mais les Ça veut dernières tout dire. mesures sociales qu'il vient de prendre quand même peut conforter Ah, les mais gens il y a quand eu même. plus de 10 ans, il a dit qu'il allait faire comme ci, il allait faire comme ça, mais il n'y a pas eu de changement. Ben là, maintenant, c'est entériné, là, je pense, avec, au niveau des allocations familiales Oh là là. qui sont débloquées tout de On même. attend voir, on attend voir. De Ça- 2500, je crois, à 7500 Oh là francs. là. On voit qu'au niveau des baux, des fonctionnaires, quand même, il y a un bon qualitatif. Il y a quand même pas mal d'avancées, non? Mais il y a eu plein de choses qui ont été dites pire que ça. Mais zéro. Voilà. Plein de choses. Et vouloir, quelque part, comme on le dit, s'attarder sur le fait que non, oui, on a construit des ponts, il y a des infrastructures. Mais attendez, là, c'est l'argent du contribuable, c'est pas l'argent de Ouattara. Non, on l'entend bien. Voilà. Mais Mais c'est... il utilise à bon escient tout de même, hein. Oh, ben, c'est ce qu'on pense, mais pourquoi quand on construit les ponts, les routes et quand il y a une pluie chaque année, tout est gâté? Des ponts, des routes biodégradables? Vous me permettez, hein, la guêpe. Bien Là, sûr. c'est vrai, on est sur un plateau télé. Mais Bien est-ce sûr. que vous pensez qu'il est facile pour un État de mobiliser les fonds? Parce que c'est bien, c'est très bien souvent Bien sûr. quand on n'est pas dans la gestion Bien sûr. des choses de la collectivité de tenir ce genre de discours. Mais vous savez pas, vous pensez pas quand même qu'il faille faire un banc d'honneur tout de même au président Alassane Ouattara pour avoir eu à mobiliser pas mal de ressources avec des institutions, des bailleurs privés et tout pour pouvoir construire ce qu'il est en train de faire quand même? On peut pas quand même lui faire un bon? Un bon, c'est trop dit. Pour vous, il n'a rien fait Non, jusque-là. j'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Ah, ok. Non. Là, au moins, on est d'accord. Non, j'ai C'est un pas, point. non, mais bien sûr, attends, je suis quand même, voilà. Parfait. Voilà, j'ai pas dit qu'il n'a rien fait. Mais ce qu'il a été fait ne peut pas m'emmener à dire que non, je dois être OK avec le fait qu'il est là. Il y a une différence. Il en a fait, oui, je suis d'accord, je suis consciente, je vois certains trucs qu'il a eu à faire. J'ai pas dit qu'il est mauvais dans tous les sens. Il y a certains trucs qu'il a eu à faire, oui, je suis d'accord avec. Mais je veux dire que ça ne va pas m'empêcher à penser que il est là, donc je dois être OK. Je dois accepter le fait qu'il a eu à faire quelque chose. Ces ponts, ces routes, ces infrastructures, n'importe qui vient peut le faire. Donc, ça ne doit pas être, comme on le dit, un ticket pour nous de valider le fait que Ouattara est là. Je parle de ces élections passées. Alassane Dramane Ouattara n'a pas le droit d'être là parce qu'il y a notre constitution qui est le noyau de tout État qui a été violé. Donc, peu importe ce qu'il vient après ça, moi, la guerre, je ne reconnais pas. Parfait. On vous le concède. Merci. Il y a eu aussi la grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, dont vous avez parlé dans votre direct en question. Ben, vous dites qu'il n'y a pas eu de loi d'amnistie, mais je suis tenté, hein, sans être politologue Bien ou sûr. encore moins spécialiste en droit, je sais pas, politique, de dire peut-être que cette grâce après cette grâce, il y aura peut-être une loi d'amnistie qui sera votée par l'Assemblée nationale. Pourquoi pas? Est-ce que on n'est pas dans un tel prolongement, par exemple, quelque Mais qu'est-ce part? qui peut que ça va aboutir? Bah, si la grâce est déjà prise, si la Mais déjà une fait grâce pourquoi? Non, mais au moins, la grâce dans un premier temps, Mais pour dire que, et avec les mesures qui ont accompagné maintenant la loi d'amnistie, elle Mais va pourquoi suivre on doit peut-être. grâcer quelqu'un qui a été... moi, c'est ça, au fait, qui est mon concept. Le Ok. président Laurent Gbagbo, Pour vous, a on devait été- aller à une loi d'amnistie directement, c'est ça? même pas, on devait On devait faire quoi? rien faire. Oui, pourquoi? Comment ça? Le président Laurent Gbagbo a été emmené à la CPI, à la Cour pénale internationale, par Ouattara. Parce que le président Ouattara a jugé que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas juger le président Laurent Gbagbo. On envoie quelqu'un à la CPI, on fait des investigations, comme on le dit, ce processus a duré près de 10 ans. Le monsieur a été acquitté. Il a été acquitté, cela veut dire qu'il est innocenté quelque part, n'est-ce pas? Il est innocenté, normalement il est innocenté, il doit retrouver son pays, il rentre chez lui, paisible, perna, il doit vaquer et continuer sa vie politique parce qu'on ne peut pas enlever ça au président Laurent Gbagbo. Il a été là, il a été l'une des personnes qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. Moi-même étant jeune, je connaissais le président Laurent Gbagbo parce que c'était quelqu'un qui parlait haut, qui parlait fort par ses prises de position. Et le monsieur est acquitté, il rentre, et Ouattara, nous, a condamné le président Laurent Gbagbo à 20 ans de prison
basé sur les faits qui lui ont été reprochés, dont il a été jugé à la CPI. Donc, si les mêmes faits ont été reprochés au niveau de la CPI, qu'il a été acquitté. Mais pourquoi est-ce que on doit faire encore une grâce? Normalement, la condamnation de 20 ans qui a été infligée au président Laurent Gbagbo ne doit plus exister. Parce que les mêmes faits ont été jugés. Il a été acquitté, innocenté quelque part. On vient là, on veut faire une grâce présidentielle. Mais dans quel sens on fait une grâce présidentielle? Ça n'a aucun sens pour moi. Et c'est ça qui fatigue la guêpe personnellement. Et c'est en cela que j'ai un problème parce que c'était pas nécessaire. Et même si on veut faire une grâce, dans quel sens? Il est innocenté, il a quitté. On n'a pas besoin de faire une grâce présidentielle. Pour vous, c'est un non-lieu. Oh, c'est un non-événement. Voilà. C'est vouloir donner l'impression qu'on a posé un fait et geste. Voilà, dans la vie de quelqu'un. Mais ce fait et geste-là, c'est un non-événement. Mais tout cela contribue tout de même quand même à cette cohésion sociale que recherchent les Ivoiriens depuis tant d'années tout de même, non? Une cohésion sociale dans quel sens? Dans le sens où ce sont des gestes quand même, ce sont des faits qui marquent quand même, on va dire, les partisans du président Laurent Gbagbo. Oh non, pas de savoir qu'il n'y a plus cette épée de Damoclès par rapport aux 20 ans. Oh non. Parce que jusque là, sans cette grâce, cette épée-là était là tout le temps. Non, mais ça n'a pas changé. Si vraiment le président Ouattara voulait partir à une réconciliation. Parce que pour ceux qui sont en train de faire pour ceux en ce moment qui font des lectures des thématiques de grâce et d'amnistie, pour d'aucuns, il y a une grâce et donc la condamnation, elle est là. Ce qui veut dire que le président ne jouit pas de ses droits civiques. Bien et sûr. Donc, s'il voudrait, le président Laurent Gbagbo, il ne peut pas se présenter. Voilà. Voilà. Parfait. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous disais tantôt, dans la continuité de cette grâce, certainement qu'il y aurait une loi d'amnistie pour un peu, on va dire, effacer tout cela de sorte à ce qu'il recouvre un peu ses droits civiques et pourquoi pas éventuellement qu'il souhaiterait se présenter. Si il voulait aller, amnistier le président Laurent Gbagbo, il l'aurait fait directement. Cette loi, c'est ce que je vous dis. Peut-être que c'est un processus. Voilà, pour moi, la logique est que c'est même pas nécessaire tout ça. C'est ça qui est mon problème. C'est pas nécessaire que ça soit l'amnistie ou bien que ça soit une grâce. C'est pas nécessaire parce que le monsieur... Qu'est-ce qui devait être? Rien. Il a été innocenté, il a été acquitté. Voilà, on tourne la page, on le laisse vaquer à ses occupations sans crainte ni peur. Il peut, s'il veut être président et que son parti décide qu'il soit président, qu'il se présente, aux élections présidentielles de 2025 à venir, il doit pouvoir le faire. Dans le même élan, vous réjouissiez du fait que le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié n'étaient pas auprès du président Alassane Ouattara. Ayam se croit que c'était une très bonne chose. Mais bien sûr. Pourquoi? Bien sûr, parce que le président Alassane Ouattara n'est pas en train de faire une vraie réconciliation dans son intégralité. Quand on parle d'une réconciliation, on pose des faits et gestes. Quand on parle d'une réconciliation, on emmène les Ivoiriens à comprendre et à voir réellement qu'on part vers une réconciliation. Nous avons encore des prisonniers politiques. Et quand je parle de prisonniers politiques, je ne parle pas des prisonniers du GPS. Je parle des prisonniers politiques de tous bords politiques. On a encore des prisonniers politiques. Le président, comme on appelle Ouattara, a eu à dire l'année dernière, on allait libérer des prisonniers, mais rien n'a été fait. Et on part chaque année à des promesses qui ne sont pas tenues. Donc pour moi, c'est pas ça. La vraie réconciliation, on va libérer les prisonniers politiques. Et celui qui a été libéré, comment on appelle, il a gracié, il a abbaye. Ah, mettons, attends, ça c'est de l'amusement. C'est comme si on joue avec l'intelligence. Ce monsieur, il a déjà purgé sa peine. En 2023, ces 10 ans sont finis de condamnation. Donc, c'est pas une faveur que Ouattara a fait, au fait. S'il veut vraiment réconcilier les personnes qu'il a incarcérées récemment, qu'il les libère surtout qu'il laisse tous les opposants, qu'il laisse Soro Guibafouri Guillaume rentrer et être candidat aux élections présidentielles à venir. Il laisse toute personne capable, physique, morale, mentalement, à pouvoir comment on appelle, se présenter, à le faire. Et c'est en cela qu'on va dire, ah oui, là, il parle d'une réconciliation. Mais je le dis haut et fort, on ne peut pas parler d'une réconciliation tant qu'on a encore des prisonniers politiques dans notre pays. Tant qu'on a encore des encagoulés qui rentrent dans nos maisons à 2h, 3h du matin. Tant que la liberté d'expression n'est pas respectée dans notre pays, on ne peut pas parler de réconciliation. Des personnes sont condamnées à 20 ans de prison.
Des personnes sont condamnées à perpétuité. On ne peut pas parler de réconciliation. Et le président Bédié ne peut pas aller s'asseoir, faire une fête d'indépendance quand nous sommes encore sous un régime dictatorial. Nous ne sommes pas dans un régime, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays démocrate. On ne peut pas célébrer l'indépendance quand nous ne sommes pas indépendants. Donc, c'est un signal que les deux présidents, voilà, ont mené, ont lancé, ont montré aux yeux de, voilà, sur le plan national et sur le plan international. Et je dis bravo à ceux-là, parce que nous, quand même, ça nous emmène à se dire, ah, ok, ils nous écoutent, ils voient notre peine, ils entendent ce qu'on dit, nos cris de cœur, et ils agissent en fonction de ça. C'est vrai que beaucoup reste à faire, ça c'est clair. Bien sûr. Il y a pas mal de choses encore, mais l'image aurait été tout de même belle de voir ces trois présidents côte à côte, parce que ce que les Ivoiriens voient très souvent, c'est le Ghana voisin lorsqu'on voit les anciens présidents ensemble. Est-ce que ça aurait pas été beau quand même de voir le président Alassane Ouattara, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié ensemble? Ça aurait pas été beau quand même? Cela aurait été beau si nous étions vraiment réconciliés. Parce que ne donnons pas l'impression que tout part bien. Et c'est ça qui est le problème de l'Afrique. Et en particulier de la Côte d'Ivoire. Vouloir faire le semblant, donner l'image sur le plan international. Oui, la Côte d'Ivoire, tout va bien. Vous avez vu, le président Bédié était là, le président Ouattara était là, le président Laurent Gbagbo était là, ils ont pris des photos, ils ont fait la fête de l'indépendance. Mais quand on finit cela, est-ce que les Ivoiriens sont OK? Est-ce que la Côte d'Ivoire a cette sérénité? Est-ce que nous sommes vraiment réconciliés? Parce que si c'est vouloir faire de l'hypocrisie et montrer médiatiquement que tout va bien, ça n'a aucun sens. Et nous ne sommes plus à ce stade. Et c'est en cela que je dis encore que j'ai vraiment apprécié le fait que le président Laurent Gbagbo et le président Bédié n'ont pas participé à la fête de l'indépendance, voilà, récente. Vous qui prenez certainement langue très souvent, peut-être je dirais au quotidien ou de manière hebdomadaire avec le président Guillaume Soro. Oh non, pas hebdomadaire quand même. Très souvent tout de même. C'est votre mentor, c'est votre leader. Oui, c'est mon mentor, mais il a des chargés de com, il a son handicap qui est là et tout. S'il y a des messages, voilà, à me transmettre, ou bien s'il y a des messages. Ah, il ne parle pas avec vous directement? Non, on n'est pas en contact. Les gens pensent que le président doit, particulièrement moi, la guêpe, on pense que oui, je suis en contact avec le leader. Non, je l'ai dit, je suis dans mon concept de vouloir un changement. Mais vous n'êtes pas quelque part souvent ces seconds couteaux, c'est pas ce qu'il vous dit, ou bien c'est que ces conseillers vous disent en aparté que vous révélez sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais vu que ces temps-ci, il est beaucoup silencieux, est-ce que vous n'êtes pas quelque part une sorte de caisse de résonance? Non, mais pourquoi il est silencieux? Mais quand on est silencieux, ça veut pas dire qu'on est endormi. Voilà. Non, mais c'est ce que je dis, comme lui, il parle pas. Est-ce que c'est pas c'est pas quelque part le message qu'il devait porter que vous portez d'une manière? Non, pas du tout, pas du tout. Le président, tu sais, moi, j'ai jamais eu de feu de route, hein. Je n'ai jamais eu de feu de route venant d'un chargé de communication, voilà, du président ou bien de son handicap. Rien. Moi, j'ai toujours été une personne, voilà, j'assume ce que je dis. Voilà et tout, je fais mes... C'est vrai que vous échangez peu avec lui, mais vous savez où il est en ce moment? Je ne sais pas où le président, le leader générationnel Soro Guibaferi, pardon, est. Je ne change pas avec lui. La dernière fois que vous l'avez vu, c'était quand? Je l'ai vu, la dernière fois que je l'ai vu, c'était, on avait fait une réception au niveau de Paris. C'était en 2020. C'était bien avant les élections où il a reçu, voilà, les membres du GPS. On a fait un dîner, voilà, tout le monde était là, les cyberactivistes et tout. Il y avait des partisans qui ont pu se déplacer, étaient là. C'est la dernière fois que moi j'ai vu. C'était là où il avait prononcé les phrases choc là. Il allait faire asseoir le président Alassane Ouattara. Mais bien sûr, on va le faire asseoir, lui donner des conseils. Vous êtes toujours dans cette logique? Mais bien sûr. Ah, bien sûr, on va le... Vous êtes toujours dans cette logique? Mais bien sûr. Bien sûr. Bien, moi, en tout cas, je pense qu'on va le faire asseoir. On va lui donner des conseils. Mais vous pensez pas que ce discours guerrier là, il est un peu révolu et qu'il y a lieu de revoir un peu le nouveau paradigme pour on va dire pour se coller un peu à une certaine réelle politique? Est-ce que vous pensez que ce discours guerrier peut encore un discours guerrier dans quel sens? Faire asseoir un chef de l'État? Mais bien sûr, il va s'asseoir. Mais il n'a pas fait asseoir le président Laurent Gbagbo. Il a fait croupir à la CPI.
Souvent, quand on dit quelque chose, on a tendance à prendre ça dans un sens, voilà, dans le sens, propre ou on ne sait pas faire le discernement, mais ça veut dire quelque part, un jour, il va s'asseoir. On va lui dire ce que tu as eu à faire, c'est pas bon. C'est pas dans le sens pour dire que non, il va s'asseoir sur une natte ou bien sur un tabouret, voilà, on va lui... Non, c'est dans le sens de lui dire que ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Parce que, la même manière dont le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI, il s'est retrouvé emprisonné, voilà, entre les quatre murs. Un jour, on va te dire, voilà, on t'a dit de ne pas faire et tu l'as fait. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le message, voilà, du leader. On crut que, oui, c'était dans le sens de, le président Ouattara allait s'asseoir par terre, le leader allait lui parler, lui donner des conseils. C'est pas dans ce sens quand même. C'est pour cela. Outre le mandat d'arrêt international, paraît-il qu'il y a un mandat d'emmener à la CPI qui plane sur sa tête, sur la tête du président Guillaume Soro. Ah bon? Je suis pas au courant. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis pas au courant, je viens de l'apprendre alors. Ok. CPI, je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'il y a eu des mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis à l'encontre, qui n'ont pas été validés parce que on sait très bien que c'est la politique. C'était complètement sur le volet politique que ces mandats ont été lancés, n'ont pas été validés. Mais sur le côté de la CPI, je n'en sais pas. On termine rapidement. Je vais me poser une question toute simple. Que devient votre maman? Ma mère, elle va très bien. Elle est toujours militante du RDR? Elle n'est pas vraiment dans le volet politique. Voilà, elle veut que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Elle aime son pays. Et moi, je suis sa fille. Elle me supporte en tant qu'une mère, mais pas forcément sur le côté politique. Voilà, elle a fait sa part. Elle a eu à payer le prix. En cela, aujourd'hui, elle est consacrée, elle est concentrée sur sa religion, une fervente musulmane. Elle est une référence. Ma mère, elle est tout pour moi. Elle est tout. Elle me donne des conseils. Elle a eu à me dire, ce que tu fais, c'est dangereux, ce que tu fais, c'est faux. Souvent même, elle me dit, il faut doser, il faut tout. Mais elle respecte, mes prises de position. Elle respecte mon combat. Elle ne s'ingère plus. Voilà. Elle ne s'ingère plus dans ma vie politique. En tant qu'une mère, elle joue le rôle d'une mère, voilà, qui soutient. On peut avoir plusieurs enfants, c'est pas tout ce que ton enfant fait que tu aimes, mais quand tu vois que ton enfant aime cela, tu lui apportes ton soutien en tant qu'une mère. Mais le volet politique, elle est hors. Voilà, elle est hors. Justement, on va laisser la politique. À la faveur de cette interview, s'il y a un petit message que vous souhaiteriez faire passer à votre maman, ce serait quoi? Je voulais dire à ma mère que je l'aime énormément. Et je lui dis merci pour tout. Merci pour toutes ces valeurs qu'elle a infligées en moi. Elle me dit tout le temps, je me rappelle très bien, elle le dit tout le temps, elle dit, peu importe ce que tu fais, reste une femme digne. Et très important, ça, la dignité. je l'ai toujours eu dans mon quotidien. On peut tout perdre. Tout. Mais la seule chose que moi, la guêpe que j'ai en ce moment et à cet instant T, et ma dignité. Je suis dans ce combat parce que je veux emmener les Ivoiriens à comprendre que nous avons du potentiel. Nous pouvons aller de l'avant. La Côte d'Ivoire peut s'en sortir. Mais nous avons besoin des personnes qui sont là pour protéger notre pays. Des personnes qui seront là pour mener nous de cette génération à aller de l'avant. Pour que nous puissions, nous aussi, à notre tour, sécuriser les générations à venir. C'est ça qui est mon combat. Là, on laisse le prisme politique. Vous disiez que vous voyez en son temps des tatas comme Kandia Camara, photocopie à la maison. S'il y a un petit message que vous souhaiteriez faire passer à ces tontons, à ces tatas, ce serait quoi? Non, moi, On laisse le prisme politique. Oui, bien là, sûr. Là, vous adressez à un tonton, à un tata. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, Kandia Camara était, une fervente RDA au temps avec ma mère. Donc, c'était indirectement une tata. Voilà, photocopie, il vient. Voilà, un message à votre tata. Voilà, non, mais si je quitte, je l'ai dit, nous ne sommes pas des ennemis. Non, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Voilà. Bah, dites-lui quelque chose. Là, on se met la ministre des Affaires étrangères. Dites-lui quelque chose. Oui, mais là, je parle en tant que qui? C'est ce que je dis. On laisse le prisme politique.
Là, c'est Là, comme je une parle. tata, voilà. Puisque vous avez dit vous n'êtes pas ennemis, certes, vous êtes des adversaires politiques, mais ça reste des personnes, des visages que vous avez connus quand vous étiez jeune, des visages que vous avez reçus à la maison, avec qui vous avez fraternisé. Et s'il y a un message que vous souhaiteriez leur faire passer, notamment par exemple pour Kandia Camara et après pour le ministre Nébi Raïma. Non, mais bon, pour Kandia, tout ce que j'ai à dire, ce sera forcément sur le volet politique. Voilà, ce sera. Détachez-vous de ce volet politique. Non, mais je peux pas. C'est ce qui fait la guerre. Non, mais là, non, moi, je suis la guerre. Ce que j'ai à dire, le message que je peux donner à Kandia Camara, c'est de se rassurer que le pays part de l'avant. Voilà, c'est ce que je peux dire. Se rassurer que le pays part de l'avant. Et je ne reconnais même pas Kandia en tant que ministre des Affaires étrangères parce que je ne reconnais pas Ouattara. Et je ne peux pas me détacher de ma vie politique. Là, je suis la guêpe, voilà, sur ce plateau. Donc, je suis dans le concept de la guêpe. Mais si je vois Kandia dans les rues ou bien quelque part, si je la croise, je ne vais pas la dépasser. Je lui dis bonjour. Voilà, comme je le dis, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires politiques. Comment vous voyez votre avenir politique? Pour le moment, je mène mon combat. Voilà, j'ai pas de plan, voilà, pour le futur, mais bon, on verra dans le futur. Mais pour le moment, je mène mon combat. Je me dis, je veux faire part de l'édifice de mon pays, je veux faire part du changement. Et par la grâce de Dieu, demain, on sait jamais. Nous avons échangé pendant plus d'1 heure de temps. Bien sûr. Je voudrais vraiment vous dire merci. Merci. Vous avez dû décaler un peu. En tout cas, vous avez, malgré que vous devez prendre le vol pour les États-Unis. Ouais, je pars là, en ce moment. Voilà. En tout cas, cette interview. Merci. Je voudrais vous dire grand merci. Merci. S'il y a un mot fort que vous souhaiteriez faire passer à la faveur de cette interview, ce serait quoi? Vous avez la caméra d'Abou Smith. Je voulais d'abord lancer ce message à mon leader générationnel, Soro Guiba-Fori Guillaume. Et je voulais dire à mon leader que lui-même, il nous a dit, même si nous restons 10, le combat continue. Et ce combat dont il nous parle est le combat de l'union, de la démocratie, de la cohésion, de la réconciliation dans son intégralité. Et je voulais dire encore à mon leader de rester toujours dans ses bottes, de continuer à mener ce combat parce qu'aujourd'hui, nous voyons à travers lui que le changement que nous voulons va pouvoir aboutir. Qu'il reste fort, qu'il reste serein, qu'il reste dans ses bottes, qu'il continue à mener ce combat parce que nous avons foi en lui et moi, la guêpe, j'ai foi en toi, mon leader générationnel. Et je suis sûre et certaine que rien ne se fait par hasard. Tu as une étoile, tu as un destin et je suis sûre que par la grâce de Dieu, la mission qui vous a été confiée sera accomplie. C'est juste une question de temps. Et j'invite aussi les Ivoiriens à adhérer au GPS, groupement et peuple. Voilà, solidaire, à adhérer au GPS massivement. Et on part toujours sans crainte ni peur et on part toujours sans remords. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci. Ça a été un plaisir. Merci la guêpe. Merci. Elle est restée fidèle à elle-même, toujours aussi incisive. Je l'ai dit d'entrée de jeu, le verbe était haut, le ton très marquant, au point où, pour se détacher même de la sphère politique, pour faire passer un message à cette tata, elle a dit non, je reste dans la dynamique politique parce que là, je suis la guêpe. Nous avons pris plaisir à recevoir la guêpe. C'est l'une de ces rares interviews, comme je l'ai dit tantôt, pour un média. On a été très honorés. En tout cas, merci. De m'avoir invité. Merci aussi à Eleonore Kwame qui a facilité, en tout cas, voilà, cette interview qui a permis cette rencontre. Bien sûr. Merci à vous de suivre cette interview, de lui en donner l'écho qu'il faille. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès. À très bientôt. Merci beaucoup. Peace and love.